vais raconter. La contravention qui Je vais raconter. raconte ça parce que c'est super. J'étais à RTL, et on me dit dimanche, tu vas venir pour interviewer un monsieur qui s'appelle Delclos, et qui est un ancien agent de police, qui est devenu ténor à l'opéra. Bravo! Mais moi, un dimanche, je vais venir interviewer. Enfin bref, j'arrive, et je suis dans les cabines techniques pour poser des questions, et Claude Delclos est de l'autre côté, très sympathique. Et je dis, qu'est-ce que je peux faire de plus con, moi? Parce que je trouve tout ça tellement absurde. Et je prends une contravention que j'avais eue, et je lui dis, est-ce que je peux vous demander une chose, c'est de résumer vos deux métiers d'une façon spectaculaire en chantant une contravention. Et le spécificien à côté de moi, c'est drôle. Et le type très gentil dit non, je veux bien. Alors, je lui fais passer la contravention et il fait circulant à une vitesse de 80 km/h. Si c'était Oui, on va en Floride, oui. Oui. Est-ce que, quand vous avez tourné avec Pierre Richard, il y a eu des moments... C'est le vrai problème que nous avons tous les deux, c'est qu'on a beaucoup vieilli. Hein. Non, mais est-ce que vous avez eu dans les moments de tournage des improvisations qui sont restées d'une manière... Ah, jamais l'improvisation, jamais. Non, non, ça c'est une règle d'or pour moi, parce que si vous improvisez, ça peut être drôle dans l'instant, et quand vous décalez une fusée d'1 centimètre, elle arrive à 4000 km de l'endroit où elle doit aller. Ça peut abîmer tout le reste du film, si vous voulez. Et en plus, Billy Wilder avait une formule que je trouve très bonne. Quand un type faisait ce qu'on appelle une tradition, un comédien, une tradition, c'est quand vous inventez quelque chose pour faire rire. Il le stop, il disait, moi j'ai passé 3 heures pour écrire ma réplique, vous l'avez trouvée en 3 secondes, peut-être que la mienne est meilleure que la vôtre. C'est formidable. À propos de l'écriture, Francis, peu de gens savent que tu as réécrit Le Grand Bleu. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que c'est des scènes qui se passent sous l'eau? Tu as écrit des dialogues, des scènes qui se passent sous l'eau? C'est ça? C'est drôle parce que Besson écrit Le Grand Bleu, et en fait, le truc faisait 300 pages. On aurait dit un camembert sans boîte qui coule comme ça. On dirait, dans les abysses, c'est pas mal un truc qui coule. Enfin, toujours est-il que le producteur du film m'appelle, et il y avait Besson qui était là, qui était à ses tout débuts, et il dit à Besson, voilà, Francis Weber, qui est un scénariste, va peut-être t'aider à travailler un peu ton scénario. Et j'ai vu la panique sur le visage de ce type. Avoir un vieux vaudevilliste qui se penche sur ses abysses, c'était l'horreur. Et je l'ai rassuré. Et je lui dis, je te jure que quand les personnages seront en apnée, je leur donnerai pas de dialogue. Bref, on a travaillé ensemble, et ça s'est très bien passé. Simplement, c'est un type qui est, sa réussite est étonnante parce que il a fait à peine d'études, Luc. Alors, je faisais quelque chose, je lui disais, et il disait impeccable. Et je lui disais impeccable. Et puis au bout de 3-4 fois, il dit impeccable, et je dis impeccable. Il dit, mais pourquoi tu te moques de moi? Et je dis, mais non, je ne me moque pas de toi, pas du tout. Non. Simplement, tu peux dire impeccable, tu vois. C'est comme, monsieur le commissaire, c'est la même chose que les gens qui disent qu'il y a des orfèvres. Il y a des orfèvres, quoi. Et à part ça, à part ce léger incident, il était adorable. Lorsque tu as adapté le Dîner de con au théâtre, donc tu étais avec tes comédiens sur scène, et un jour il y a le directeur du théâtre qui montait sur la scène. J'aimerais que tu me racontes cette anecdote du théâtre des variétés. Ah, je me souviens pas de ça, c'est fou. Le directeur de théâtre avec son petit chien dans les bras. Le directeur de théâtre est monté sur scène. Jean-Paul. Ah, c'était Jean-Paul Belmondo, mon directeur de théâtre. Il disait de vous dire que ça a fait du bruit quand Belmondo est apparu sur la scène. Non, c'était drôle. Mon rapport avec Belmondo, tu le sais, n'a pas été facile complètement en fait. Je l'aimais beaucoup en tant que com, mais en tant que directeur de théâtre, il était par moments un peu difficile avec Thénard, son banquier qu'il avait mis à la direction du théâtre. Bon, enfin, de toute façon, j'ai une véritable affection et un véritable souvenir merveilleux de Belmondo, il n'y a pas de problème. Et toi aussi d'ailleurs.
Et pourquoi tu as dû changer le casting de la pièce de théâtre à l'adaptation? Est-ce que c'était un impératif de la Gaumont de mettre un acteur plus jeune que Brasseur? Pas du tout, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé avec Brasseur, c'est qu'il a abandonné le projet en cours de route. On dirait que ça faisait 3 ans qu'il jouait, et il était fatigué. Hein. Mais il emmerdait toute la troupe en disant 15 jours au jus, 10 jours au jus avant de partir, 5 jours au jus. Je n'ai pas voulu le reprendre, croyez-moi. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai pensé au personnage ensuite, j'ai trouvé que l'ermite était bien mieux que Brasseur, qui était à l'époque petit, qui commençait à se déplumer, qui ressemblait un peu à Villeray, c'est-à-dire qu'il était un peu olivâtre comme Villeray. Tandis que l'ermite, il était beau, il était mince, il avait les yeux bleus, et les fées s'étaient penchées sur son berceau, alors que sur le berceau de Villeray, comme disait Coluche disait, quand les fées se sont penchées sur mon berceau, elles ont vomi. Là, sur le berceau de Villeray, je trouve que c'est un mélange de E.T. et de Peter Lorre. Il était charmant, il était délicieux. Et c'était pas Brad Pitt. Non, Ton regard sur Villeray. Pardon? Ton regard sur Villeray. Ah, Villeray, c'est un fabuleux acteur. Le vrai problème, c'est l'alcool. Parce que moi, j'ai vérifié son domaine d'alcoolisme. La première fois que je l'ai vu, il a fait une lecture du dîner de con avec Arditi. Et c'était magnifique. Le lendemain, Arditi, qui avait l'air très partant, me téléphone et me dit « Je ne le fais pas ». Et je lui dis « Pourquoi ?» Et il me dit « Parce qu'il va tout bouffer. Il ne restera rien. C'est lui qui va ramasser tout. » Ok. On propose Brasseur, pourquoi pas, et on fait une première lecture. Il y avait Jean-Paul, il y avait Pierre Mondy qui faisait la mise en scène, il y avait Brasseur, et on attendait Villeray. Et moi, je vais l'attendre dans le couloir, c'est ce 10e, je crois, le couloir qui est derrière le théâtre, là, par l'entrée des artistes. Et je le vois arriver dans un état effroyable. Il était ivre-mort pour une lecture. Alors j'emmène dans un café, comme ça, les espressos, etc. Et il me fait le coup qu'il faisait toujours quand il était ivre. Il a découvert que son papa n'était pas son papa Villeray, mais que c'était, je crois, un Algérien ou un Marocain, et que sa maman avait eu Villeray avant, et qu'elle a épousé M. Villeray ensuite. Et il en faisait une espèce de drame comme ça. C'était bidon, c'était pour picoler. Ce qui fait que je l'amène avec tous ces gens, j'attendais, il s'installe à côté de Brasseur, et là c'est la catastrophe. Il n'arrivait pas à lire. Il lisait les répliques de Brasseur en plus. Ce qui fait que j'ai écrit, je me rappelle, j'étais assis à côté de Pierre Mondy et j'ai écrit « C'est dur ». Et il a répondu « Oui ». Et c'est avec ça qu'on est parti, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'en ai fait? On n'a pas pu lever le rideau 6 fois. Une demi-douzaine de fois, il était tellement sourd qu'on ne pouvait pas lever le rideau. Mais quand il était bon, c'est un génie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont dû baisser la vidéo une fois ou deux, je crois. Oui, absolument. Il a obtenu le César du meilleur acteur, et toi du meilleur scénario, mais t'es pas venu le chercher. Non. S'il fallait faire 12 000 km, j'étais pas sûr de le prendre. Alors, j'étais à Los Angeles. Et puis en plus, il y a un truc qui m'a montré à quel point la comédie était pas estimée en France. Parce que celui qui a eu le César du meilleur film l'a eu sans doute avec un très bon film qui était La vie rêvée des anges. Il s'appelait Zonka, je me rappelle. Et qui se souvient de La vie rêvée des anges? Alors que le dîner de con, ça passe de temps en temps. Vous vous en souvenez peut-être, mais ça ne passe jamais à la télé. Voilà. C'est-à-dire que c'était un bon film de tel que je me suis rendu compte que j'avais aucune chance. J'aurais bien appelé mon film La vie rêvée des cons.